Bien bonjour tout le monde, merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un des thérapeutes familiales qui se trouve ici, qui travaille ici dans le centre Amasana. Et je vous présente Claudio Godoy. Bonjour Amandine. Bonjour Claudio, comment vas-tu? Super bien, impatient de faire cette vidéo avec toi. Génial, merci. Alors Claudio, est-ce que tu peux un peu te présenter et dire un peu qui tu es, quel parcours tu as, quelle expérience? Bien sûr. Alors j'ai un parcours un peu atypique, c'est que moi je viens d'Amérique du Sud, et donc je suis arrivé ici quand j'avais 16-17 ans. Quel pays? D'Uruguay. D'Uruguay. Ouais. Et donc j'ai eu du mal à m'inscrire dans un cursus classique au niveau scolaire, et donc j'ai fait tout ce qui est général, transition, qualification, et j'ai fait de l'animation. Et suite à des études d'animation, je me suis lancé dans des études d'éducateur spécialisé. Et suite à ça, j'ai travaillé dans des maisons d'enfants placées par le juge. J'ai travaillé pendant 8 ans en pédopsychiatrie. Et c'est avec ces deux expériences-là que je me suis rendu compte que travailler avec les familles était important, et pas juste avec les enfants. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai commencé une formation de 5 ans en thérapie systémique. Et suite à ça, j'ai commencé à développer ma pratique privée. Et donc, c'est un peu ça mon parcours. C'est pour ça qu'il est un peu atypique. C'est qu'à la base, j'ai une formation d'éducateur, mais que je me suis formé sur le tard et avec plein d'autres collègues autour de la thérapie familiale, qu'on appelle dite systémique, parce qu'on va étudier le système qui gravite autour des personnes. Oui, ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ce système? Oui. Alors, comment moi je le comprends, hein, Amandine. Donc, comment moi je le comprends, c'est qu'on est des êtres humains. Donc, on a un papa, une maman, on a peut-être des frères et sœurs. On a peut-être des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. On a été à l'école, on a eu des ruptures amoureuses, on a des grands-parents. Et toutes ces interactions et tous ces systèmes qui gravitent autour de nous ont un impact sur la personne qu'on est aujourd'hui, ici et maintenant. Et des fois, sans le savoir, on porte des choses, on porte des problèmes, on porte du stress, on porte des symptômes, on porte de l'angoisse, de la colère, qui n'est pas à nous, mais qu'on porte de l'école, des grands-parents, des parents. Et on ne sait pas. Et en fait, l'idée de pouvoir travailler et analyser ce système qui gravite autour des gens permet de comprendre et de savoir, à certains moments, d'où est-ce que ça pourrait venir. Et donc, ça permet de ne plus avoir le patient au centre du problème et de dire, on se détache un peu du patient et on va juste comprendre qu'est-ce qui fait aujourd'hui nœud dans le travail de la personne. Aussi pour un peu déculpabiliser le patient, pour un peu mieux comprendre comment donc, il est arrivé à cela et que ce n'est pas totalement on va dire de sa faute. Exactement. Mais de tout ce système dans lequel il se trouve. Exactement, c'est pour ça qu'on dit que la systémique c'est quelque chose de global. C'est qu'on va prendre en compte tout ce qu'il y a autour. On va pas juste dire j'ai mal de tête et donc c'est moi qui ai un problème, mais peut-être qu'on va se dire j'ai mal de tête, peut-être que je dors pas bien, peut-être que je ne mange pas bien, peut-être que j'ai beaucoup de stress au travail, peut-être que je vis une période un peu plus compliquée. Et pas juste dire j'ai mal de tête, donc une aspirine, ça va aller. On va essayer de comprendre tout ce qu'on peut changer autour pour que ça se passe mieux. Oui, d'être aussi plus dans la prévention du coup. Exactement. Enfin, en tout cas avec cet exemple-là. Oui, par exemple. Ok, super. Et dis donc, tu m'as dit aussi que tu étais superviseur. Oui, là je me suis formé au CFORES, justement pour avoir un peu cette casquette-là, parce que on ne se rend pas compte que des fois qu'on est trop dans le guidon en tant que thérapeute, ou même dans des institutions, on a besoin d'un regard un peu extérieur qui permette un peu de prendre de la distance et donc de comprendre un petit peu ce qui va pas. Et donc ça rejoint un peu la systémique, c'est qu'une institution, elle a aussi une culture, elle a aussi une histoire, elle a aussi des problèmes, elle a aussi des créateurs, des fondateurs, un peu comme dans une famille. Et donc l'idée, c'est de pouvoir cumuler et jumeler un peu mes deux pratiques. Donc c'est de la systémique et c'est de la supervision qui est venue se rajouter un peu par après. Parce que suite à des échanges avec plein de collègues, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aimais bien, pouvoir accompagner mes collègues, qu'ils soient psychologues ou autres, ou thérapeutes, justement dans une réflexion autour de leur pratique, autour d'une situation bien spécifique ou autre. Et donc ce n'est pas uniquement un superviseur pour les thérapeutes familiaux, non, mais pour tout type de thérapeute. En tout cas,
Ça peut être pour les professionnels directement comme nous, psychologues, thérapeutes, médecins ou autres, mais comme ça pourrait aussi pour être dans une institution. De pouvoir se dire, ok, on est en train de passer par une crise institutionnelle, donc on a des changements, on a plein de départs, on a des nouveaux arrivés, on a un nouveau directeur ou autre, et donc on sait que ça peut fragiliser, ça peut créer un peu de tension dans une institution. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir se dire, ok, on fait venir quelqu'un d'extérieur qui peut un peu retracer comment ça se passe, qu'est-ce qui fait de nous aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui il y ait quelqu'un d'autre qui vienne. Un peu comme dans tout un cycle vital, on a la création, on passe par des moments de crise, parce qu'il y a des changements, parce qu'il y a des nouvelles arrivées, parce qu'il y a des départs. Comme dans une famille, il y a des décès, il y a des nouveau-nés, il y a un couple qui se sépare, etc. Et en fait, on va avoir ce regard un peu extérieur qui va permettre alors de mettre des mots et donc d'essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait se jouer aujourd'hui, ici et maintenant, dans ce qui fait nous. Oui, ok, intéressant tout ça. Et quand on revient à ta pratique de thérapie familiale, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment cela fonctionne, peut-être quel type de personnes ou de familles généralement viennent, ou avec quelles problématiques, et quelles sont un peu tes méthodes ou tes outils? Bien sûr. C'est un peu beaucoup en même temps, mais c'est pas grave. Tu vas t'en sortir. Pas de souci. Alors, les types. En fait, moi, je travaille avec 3 types de profils. Il y a où je travaille en individuel, où je travaille avec le couple, où je travaille avec la famille, directement. Donc, l'idée reste, dans les grandes lignes, la même, c'est qu'on va aller explorer ce qu'il y a au-dessus et ce qu'il y a autour. Donc, on va aller explorer les grands-parents, les arrière-grands-parents, les cousins, les cousines, d'où est-ce que la famille vient, comment est-ce qu'elle s'est créée, comment est-ce qu'elle s'est formée, etc. Mais alors, là où c'est très différent, c'est que quand on a plus d'intervenants, donc on a plus de membres de la famille, c'est qu'on peut alors aller interroger un enfant sur qu'est-ce que lui comprend de ce qui se passe aujourd'hui. On peut aller interroger un cousin, si on a une tante, etc. Et donc, on ouvre facilement vers l'extérieur. Quand c'est un couple, là, on va beaucoup plus se référer à leur couple. Et donc, se dire, ok, comment est-ce que le couple s'est créé, qu'est-ce que vous comprenez de l'histoire de l'autre, etc. Alors que quand on est en individuel, là, on est juste avec une seule personne. Et donc, là, on peut se référer que à ce qu'elle connaît de son histoire et à ce qu'elle aura envie d'aller explorer dans son système. Mais l'idée reste la même, c'est que c'est souvent des personnes qui sont à un moment en souffrance psychique, ou en tout cas qui sont en souffrance à un moment, qui ont besoin juste d'un éclairage. Et l'idée, c'est pas de rendre les choses encore plus sombres, mais d'aller justement éclairer le chemin, pour justement qu'ils ne se perdent pas. Ok, tu es leur lanterne. Non, c'est eux qui sont leur lanterne. Ils sont eux-mêmes leur lanterne, moi je viens juste les aider peut-être à les mettre avec eux sur le chemin. Et l'idée c'est que eux puissent à un moment marcher sans moi. Moi c'est mon idéal. Oui, bien sûr. Le plus vite possible. Génial. Et est-ce qu'il y a des outils particuliers que tu utilises? Alors moi en fonction des situations, en fonction des familles, des couples, les outils, moi je les adapte en fonction du besoin. Par contre, il y en a un que j'utilise dans toutes les situations, c'est le génogramme. Alors, les gens ne savent pas très bien ce que c'est un génogramme. Dis-nous ce que c'est un génogramme. Voilà. C'est facilement, c'est comme si on faisait un arbre généalogique. Ouais. Alors, c'est un peu bateau de le dire comme ça, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer, en tout cas, ça permet aux thérapeutes, mais surtout à la famille, de voir toutes les infos qu'on a, mais aussi les infos qu'on n'a plus ou qu'on n'a pas. Et donc se dire, tiens, telle personne, je ne sais même plus comment elle s'appelle, alors que c'est le frère de ma mère. Tiens, mon grand-père, je ne sais même pas quel âge il a. Et donc ça vient donner des indications déjà sur le système et sur les infos qu'on peut avoir. Ça c'est premièrement. Donc les génogrammes, j'utilise avec tout le monde, facilement. Mais après ça, moi j'utilise aussi le Dixit. C'est un système de cartes, c'est un jeu avec des cartes. J'utilise aussi le jeu de loi systémique. Donc on va jouer ensemble. J'utilise aussi une balance à problème, c'est comme ça que je l'appelle. Et donc on va essayer d'aller voir qu'est-ce qui aujourd'hui pose plus problème avec une balance physique. On va vraiment les poser, on va noter. Ça c'est
C'est très lourd, donc aujourd'hui c'est mon travail, demain c'est peut-être le couple, etc. Et on va mettre des poids Et sur comment une faire en balance. sorte que ce soit plus léger. Plus léger. Et qu'est-ce qu'on peut mettre de l'autre côté pour équilibrer? Ouais. Euh, c'est les grands outils. Donc le génogramme, le Dixit, la balance à problème et le jeu de doigts, c'est les grands outils que j'utilise. Oui. Et puis à côté, tu as tout le travail thérapeutique. Voilà. Mais c'est surtout, j'utilise beaucoup la personne. Mhm. Parce que pour moi, les personnes ont la ressource pour y arriver. Bien sûr. Et donc, moi, je m'appuie beaucoup plus sur eux que sur ce qu'on pourrait croire. Parce qu'au final, eux se connaissent en partie mieux que moi je les connais. En une heure, on ne connaît pas beaucoup les gens, en une heure ou deux, des fois en fonction des séances. Mais donc moi, je m'appuie beaucoup sur leurs compétences, de famille, de couple et individuelles. Ouais. Ok. Voilà. Intéressant tout ça. Et dis-moi, Oui. c'est quoi un peu quelle est ta philosophie qui est un peu ton fil rouge dans ta pratique? Ta philosophie quotidienne, mais aussi peut-être dans ta pratique? Alors dans ma pratique, non, je vais parler plutôt de mon individuel, en tant que personnel, en tant que personne, pardon. Ce que moi j'aime beaucoup dans la vie au quotidien, c'est qu'on peut toujours apprendre de quelque chose. Apprendre des autres, mais aussi apprendre même des événements négatifs. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est que même par moments, si on croit qu'on n'a pas le choix, on a souvent le choix. Il faut comprendre que des fois, on peut avoir le choix, c'est pas toujours facile, mais on a le choix de faire certaines choses ou pas. Et la troisième chose qui m'anime beaucoup, c'est de me dire que elles sont rares les situations où je suis dans l'urgence. Parce que les personnes qui travaillent en urgence, en tout cas les personnes qui sont confrontées aux urgences, elles sont formées à ça. Et moi, je ne suis pas formé à ça. Je suis un être humain comme les autres, qui, quand j'ai un problème, je vais aux urgences, quand c'est vraiment urgent. Mais le fait de pouvoir se dire qu'il y a peu d'urgence permet de prendre un peu de distance avec ce qu'il y a autour de nous. Et donc ça, c'est les trois axes que moi, j'utilise au quotidien. Et le quatrième axe, c'est essayer de communiquer du mieux que je peux. C'est pas toujours facile, mais c'est prendre conscience que j'ai aussi une part active ou passive dans ce que je peux transmettre à l'autre et de ce que je peux renvoyer aux autres. Et ces quatre un peu axes sur lesquels je travaille, ce sont ceux que j'utilise beaucoup dans ma pratique. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aux familles, aux couples et aux individus, aux personnes qui viennent me voir, c'est que eux, ils ont aussi un savoir comme le mien, mais qu'on peut le partager ensemble. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que moi, je vais poser toutes les questions qui me semblent justes à poser, mais que eux, en réponse, ils ne doivent pas y répondre s'ils sentent que ce n'est pas le bon moment d'y répondre. C'est aussi pouvoir s'écouter. Et pour finir, c'est que on peut toujours arriver un peu à s'aiguiller et à changer le cap. Donc voir si par moment ça ne va pas, ils ne comprennent pas très bien vers où on va. Moi, je suis très à l'aise de pouvoir expliquer pourquoi je vais dans ce sens-là et pas dans celui-là. Et donc, on peut toujours s'adapter. Et si ça ne va pas, de nouveau, c'est pas que on est des mauvais thérapeutes ou qu'on est on est face à des mauvaises personnes. C'est juste qu'il y a quelque chose dans la relation qui ne va pas. Et comme je travaille avec des relations humaines, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et donc là, ça veut dire qu'on peut aussi s'arrêter et dire, ok, là, ça ne me correspond pas. Et donc, on essaie alors de réorienter, de voir comment est-ce que je peux accompagner ces personnes-là vers un nouveau praticien, une nouvelle personne, tout en gardant en tête tout ce qu'ils ont déjà travaillé. Et donc, c'est pour ça que ça reprend un petit peu tout ce que j'ai dit qui m'est personnel. C'est que ils sont aussi acteurs. Les personnes, nous, on est acteurs, nous, en tant que thérapeutes, selon moi, mais les personnes sont aussi actrices de ce qui leur arrive, et donc ils ont le droit aussi de ne pas venir, de venir, et de changer de personne si ça ne les correspond pas. Bien, merci, c'est plusieurs petits messages. Et donc, pour résumer, donc, premièrement, c'était donc ça, c'était le deuxième, le lâcher prise, de ne pas être dans l'urgence. Exactement. Le premier, c'était... Alors, il y a le lâcher prise, le fait de ne pas être dans l'urgence, d'essayer de bien communiquer. Le fait de prendre du recul par rapport à ce qui se passe autour de nous.
et d'apprendre de ses erreurs. Voilà, et en fait, on peut en tirer profit. Voilà, exactement. Deux cerveaux, ça. Oui, je parle beaucoup et donc on se perd. Deux cerveaux, c'est toujours mieux qu'un. Hein. Ça réfléchit mieux. Effectivement. Je rigole. Mais ok, merci. Et alors, donc c'est ta philosophie. Et donc, du coup, quel message est-ce que tu pourrais transmettre à ceux qui t'écoutent là aujourd'hui? Alors, le message, je l'ai déjà un peu teasé dans tout ce que j'ai dit. C'est que moi, ce que je prends conscience ces dernières années, donc ça fait plus de 3 ans que je consulte en tant qu'indépendant, c'est que beaucoup de personnes ont peur d'aller voir quelqu'un parce qu'on met derrière ça une connotation un peu négative, maladie mentale, donc il y a un truc qui ne va pas chez moi. Et en fait, moi, ce que j'aurais envie de dire aux personnes qui regardent la vidéo, Amandine, c'est que on peut tous passer par un moment de fragilité. Et qu'avoir quelqu'un qui nous permet de mettre des petites balises ou allumer des petites lanternes ou mettre des petits panneaux sur un champ de mine, ça ne veut pas dire qu'on est malade. Ça veut simplement dire que pendant un petit temps, on a besoin d'un accompagnement. Et donc moi, je me vois et je nous vois, nous, un peu psychologues et thérapeutes, au détriment peut-être de certains, c'est qu'on est une béquille pendant un certain temps. Et l'idée, c'est pouvoir permettre à ces personnes-là de ne plus avoir besoin de la béquille. Et donc moi, c'est le message que j'aimerais bien transmettre aux gens, c'est que on a tous le droit d'avoir un moment de fragilité. Et que d'avoir un regard éclairé de quelqu'un extérieur permet simplement de remettre les idées en place et de voir plus clair quand on ne voit pas toujours très bien. La lanterne là qui revient. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Amandine. Et une petite question supplémentaire. Oui. Le fait que tu sois un homme, parce que souvent on met l'étiquette quand même thérapeute, c'est plus ça va être une femme, on est peut-être un peu plus, je sais pas, plus à l'aise avec une femme, parce que enfin, ce sont des petites étiquettes qu'on met un peu, mais comment tu te sens par rapport à ça? Alors c'est un sentiment particulier, alors pour 2 raisons. La première, c'est que il y a effectivement cette connotation très féminine du travail. Et donc, il y a très peu d'hommes qui font ce travail. Et donc ça, c'est la première. Et donc c'est un peu particulier de voir, de sentir ça. Par exemple, ici, on est essentiellement que des femmes, à part moi. Dans les autres endroits où je travaille, effectivement, je suis souvent le seul homme. Mais j'ai eu plein de situations où, en fait, les familles, les couples, ou même les personnes seules me disent je cherchais un homme. Parce que justement, ça change un petit peu. Alors, c'est pas parce que je suis brute ou pas, mais peut-être parce qu'il y a une autre manière de voir le travail, une autre manière de faire les choses. Et donc, par moment, ça me dessert parce qu'il y a des personnes qui ne veulent voir que des femmes. Et par moment, c'est un avantage. Parce qu'il y a des personnes qui veulent justement changer et qui vont vers un homme. Et donc, je sais que je suis chère. C'est ce qu'on m'a dit une fois. On m'a dit, oui, mais vous êtes chère comme homme. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'était une info un peu nouvelle. Je n'avais pas pris conscience de ça, de cette richesse. Voilà. Tout à fait raison, cette dame. Ok. Et tu m'as dit que tu avais également un projet bientôt? Oui, alors le projet que j'aimerais bien mettre en place, parce que donc, je me suis formé au burn-out parental avec à l'UCL. L'idée, c'était pouvoir proposer aux parents des groupes de parole, justement, et leur donner des concepts, et leur donner peut-être certains outils pour des parents qui sont pas en burn-out parental, parce que alors là, c'est vraiment un suivi bien spécifique, mais qui commencent à sentir un certain épuisement dans leur rôle de parent, qui commencent à sentir qu'il y a quelque chose qui commence à ne plus aller chez eux, entre ce qu'ils ont imaginé comme parents et ce qu'ils sont en train de faire dans la pratique. Des fois, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de très dichotomique, un peu qui est à l'opposé. C'est pouvoir permettre à tous ces parents et à tous ces adultes qui ont des enfants de prendre conscience qu'ils ne sont pas les seuls, des fois, à avoir des problèmes. Mais que des fois, ils ont besoin aussi peut-être d'un duo de thérapeutes ou d'un duo d'intervenants pour leur donner des outils, pour leur donner des pistes de réflexion et de travail, pour justement arriver à s'en sortir plus facilement en tant que parent.
en sachant qu'ils travaillent, beaucoup de parents travaillent, ils doivent aller chercher les enfants à l'école, il y a les devoirs, il y a les repas, il y a aller faire les courses, il y a les Les couples, tâches du quotidien. quand il y en a, voilà. Et donc tout ça, à l'heure actuelle, dans le monde actuel, sont des facteurs de stress qui poussent aussi à Ouais, un épuisement de manière générale. bien sûr. Sans oublier plein d'autres éléments, comme ce qu'on souhaite aux enfants. Entre les parents, on a envie d'avoir des enfants et donc on leur souhaite le mieux possible. On veut tout faire pour eux et des fois ça aussi ça nous met de la pression en tant que parents et en tant qu'adultes. On veut tellement bien faire les choses qu'on se perd. Oui. Voilà. Et donc On l'idée fait les choses dans tout point de vue, dans tous les domaines. Mais exactement. On se brûle les ailes quand on veut aller trop loin, quand on veut être trop parfait ou qu'on veut trop ci, trop ça. Mais comme tu disais tout à l'heure, on peut avoir des moments de faiblesse, de moments un peu plus down, et c'est important de pouvoir les accueillir, ces moments-là, les accepter et surtout les accueillir pour donner un peu plus de distance par rapport à tout ça. Exactement. Et donc l'idée c'est, pour revenir à ta question initiale, c'est de pouvoir proposer des groupes de parole pour parents. Ouais. Avec des intervenants qui puissent apporter des outils et des concepts pour permettre aux parents de mieux gérer ou en tout cas prendre de la distance par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà. Beau projet, Claudio. Merci Amandine. Merci beaucoup. Et ben voilà, merci Claudio en tout cas pour ce petit tour de parole, tour de parole, cette discussion entre nous. Merci beaucoup, merci à toi pour la C'était confiance. très agréable de t'écouter. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez rencontrer Claudio, un petit rendez-vous, vous retrouverez ses coordonnées sur mon site web amandindelire.com. Dans le menu, il y a Centre Amasana. Vous allez retrouver toutes ces coordonnées-là. Et voilà, n'hésitez pas à l'appeler ou lui envoyer un petit mail. Donc un grand merci. Et merci beaucoup pour votre confiance et de l'écoute. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.